Bonjour à tous. Alors pour commencer cette présentation donc, sur les cybercriminels qui sont naturellement au cœur du panorama parce qu'ils en sont à la fois les tenants et les aboutissants, à la fois créateurs, mais aussi parfois, et on va le voir, victimes malgré eux. Alors, l'année 2013 a été marquée par une série d'arrestations qui a marqué finalement non seulement par leur importance, mais également par une certaine surprise, puisque Dmitri Fedorov, donc aka Punch, l'auteur du kit d'exploit Black Hole, commençait sérieusement à inquiéter les autorités russes, puisque, contrairement à la tradition qui veut que les cercles cybercriminels russes ne s'attaquent pas à leurs concitoyens, lui avait décidé de briser cette règle et donc a été arrêté, de même que Nikita Kuzmin, auteur de Gozi, un malware bancaire qui lui aussi a fait énormément de ravages. On a vu aussi les arrestations de ce qu'on peut appeler des seconds couteaux de la cybercriminalité, bien que au final leurs actions ne soient pas moins importantes. Hamza Benjelaj, le hacker souriant, puisque lors de son arrestation, il ne s'est pas départi de son sourire, et arrêté en Thaïlande. Donc, lui était spécialisé donc, dans le malware bancaire, Zeus, SpyEye, de nationalité marocaine, il est toujours d'ailleurs. Également, Sven Kamphuis, qui est l'auteur du DDoS contre Spamos, donc qui a eu... ce DDoS a été un, et si ce n'est le plus important en termes de puissance, qui ait jamais été répertorié. Mais finalement, en préparant cette présentation, ce qui m'a le plus interpellé, c'est Russ Ulbricht, aka Dead Pirate Roberts, l'auteur, créateur, administrateur du cybermarché Silk Road. Vous avez sans doute entendu parler de Silk Road vers la fin de l'année 2013, au moment où les domaines ont été saisis par les autorités américaines. Il a été arrêté, et c'est assez amusant, dans une bibliothèque publique aux États-Unis. Grâce au Wi-Fi public, il administrait tranquillement les transactions de stupéfiants, les transactions et d'ailleurs c'est des charges qui sont retenues contre lui, de contrats d'assassinat, etc. Ça, c'est la photo de son LinkedIn, puisqu'il avait un profil en ligne accessible. Voilà. Toutefois, ces arrestations, et on serait étonné pour moi, n'ont des effets que limités, puisque les coups d'arrêt qui sont portés sont confrontés à une réalité de la cybercriminalité qui est l'orientation essentiellement sur le profit, on le comprendra, et que finalement, dans un monde de requins, personne n'est irremplaçable. Et donc, pour continuer un petit peu avec Silk Road, lorsque l'administrateur Ulbricht a été arrêté, un mois après, Silk Road rouvrait, exactement sur le même modèle, avec au moins deux administrateurs différents. Ces deux administrateurs ont été arrêtés à leur tour un mois plus tard, mais Silk Road est toujours ouvert et fonctionne à plein régime. Donc, on se rend compte que les cercles cybercriminels relativement organisés ont donc un plan de continuité d'activité relativement sérieux et qui démontre une forme de professionnalisme dans leurs activités. On retrouve en 2013 la confirmation d'une tendance qui s'était faite de plus en plus lourde ces derniers mois, à savoir une intégration des modes opératoires cybercriminels dans la criminalité traditionnelle. Jérôme a tout à l'heure passé rapidement sur un événement qui a été assez marquant, puisqu'en Belgique, des cybercriminels ont détourné des conteneurs en provenance d'Amérique du Sud qui contenaient des quantités relativement conséquentes de produits stupéfiants, afin de pouvoir les récupérer tranquillement sur un dock un petit peu à l'abri des regards. On a également vu les cartels mexicains se servir d'Internet, non seulement pour leur propagande, mais également pour traquer leurs opposants, les retrouver et ensuite en disposer. La presse a largement publié là-dessus, sans toutefois préciser le caractère cyber du départ. Voilà. Donc ça élargit
considérablement à la fois les opportunités pour les cybercriminels qui, face à des autorités de plus en plus réactives, ont besoin d'élargir leur domaine d'activité, mais à la fois aussi pour les criminels traditionnels qui trouvent là de nouvelles méthodes d'augmenter leurs profits et de complexifier leurs opérations, afin de retarder l'identification et évidemment éviter le plus possible les arrestations. L'activisme, 2013, ça aurait été l'année de la décomposition de ce qu'on appelle l'activisme newbie, incarné par Anonymous, canal historique. Les raisons de cette déliquescence sont de plusieurs ordres, au premier rang desquels les arrestations des principaux leaders qui ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes. On parle de 10 ans de prison, 12 ans de prison, 183 000 $ d'amende pour 1 minute de DDoS, pour quelqu'un qui a simplement prêté, contribué en prêtant son ordinateur. Donc on peut imaginer que ces sanctions soient considérées un peu comme disproportionnées, mais au regard du mal qui a été fait les 2 dernières années par l'activisme, eh bien finalement les suiveurs, qui étaient la grosse légion d'Anonymous, ont pris peur, et donc de lui-même, ce mouvement s'est affaibli. Pourtant, les méthodes sont restées. Leur héritage demeure, notamment pour les méthodes d'accès aux services protégés dans les entreprises, l'accès aux informations sensibles, l'appétence pour les informations sensibles, comme ça a été dit précédemment. Et c'est surtout l'exemple de l'efficacité de l'exposition publique des informations qui a convaincu une certaine partie de ces activistes à verser dans la cybercriminalité. On avait vu apparaître déjà dans les derniers temps de la grosse activité d'Anonymous des appels aux dons frauduleux. Et donc, bien qu'agissant par idéologie, ce mouvement a été malgré lui victime de son succès et a été une passerelle pour la cybercriminalité comme un moyen de fraude. Et également un appel à des opportunistes qui se sont servis du mouvement comme d'un paravent pour mener des activités qui n'étaient pas revendiquées comme telles, mais qui étaient menées de façon criminelle. Alors, enfin, pour ce qui concerne l'activisme, le développement des cyberarmées, qui reprenait donc les méthodes développées par Anonymous et d'autres, et les codes du mouvement, ça a définitivement occulté Anonymous tout en s'en servant, comme je disais, comme rempart pour compliquer surtout l'attribution des attaques. Donc pas seulement dans le monde criminel, dans l'activisme aussi, les dérives ont été exploitées. On change de sujet très rapidement pour parler un petit peu du malware, qui reste, comme depuis quelques années, une très très grande préoccupation pour la sécurité de l'information et des réseaux. Le malware est toujours en hausse, avec, on peut le dire, une prédominance de l'infection par lien frauduleux. Vous avez 93% des infections primaires par malware qui ont cette année été faites par lien frauduleux. Vous retrouverez les liens en fin de présentation. On a assisté, donc, comme ça avait été annoncé d'ailleurs dans le panorama de l'année dernière, au développement des botnets mobiles, donc avec toujours Spam Soldier, dont je vous avais parlé il y a un an, Zero Bad aussi. 99%, c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est important de le noter, 99% des malwares sont sur Android. Je vais passer rapidement pour laisser parler Eric. Voilà. Donc on peut noter toutefois l'amélioration des systèmes de vérification d'Android et d'Apple qui a permis de limiter les phénomènes de repacking des applications et de la mise à disposition sur les marchés légitimes. Voilà. Donc l'ingénierie sociale reste la clé pour accéder aux téléphones et aux terminaux de l'utilisateur, puisque c'est lui-même qui autorise, en autorisant les sources inconnues, autorise la contamination. Voilà. Donc je terminais avec ransomware, donc CryptoLocker.
Pour faire très rapidement, CryptoLocker est donc un malware qui non seulement bloque votre ordinateur, mais chiffre votre disque dur, les périphériques associés, possiblement les terminaux mobiles, on n'a pas encore vu, mais bon, les serveurs, enfin tout ce qui est connecté à l'ordinateur. Vous avez un compte à rebours et vous avez en général 70 heures pour payer en Bitcoin ou en carte prépayée, une rançon d'environ $300. Ça reste très difficile d'essayer de casser le chiffrement RSA de 1048 bits en 70 heures. Et donc vous avez, par contre, relativement bonne nouvelle dans ce malheur, c'est que, a priori, quand vous avez payé, il vous donne la clé. Mais bon, on peut être sûr de rien, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien, je vous remercie pour votre écoute. Je laisse la parole à Eric.